régionaliste seulement. Après seulement, dans les années 2019, parce qu'au début, en plus, le nom c'était pas tout à fait Pérou Libre, c'était Pérou Libertador. Et après, en 2019, il est devenu Pérou Libre parce qu'on envisageait déjà accéder à la présidence du Pérou. Donc, pour les élections présidentielles de 2021, le parti a présenté comme candidat Pedro Castillo. Et Pedro Castillo, évidemment, c'était pas tout à fait un militant non plus de Pérou Libre au départ, c'était un syndicaliste. Pourquoi? Parce que le leader de Pérou Libre, Vladimir Cerrón, il était déjà sur de certains questionnements de poursuite judiciaire, donc il ne pouvait pas se présenter comme candidat à la présidence. Donc, il y a eu le candidat de Pedro Castillo. Il a été mené dans la campagne présidentielle et la position s'était très bien prise parce que ce personnage, c'est un villageois, c'est une personne d'origine paysanne qui connaît toutes les difficultés de ville, du peuple. Et puis la campagne, il y a eu un succès incroyable. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin de rappeler un petit peu notre histoire du Pérou. En fait, nous, depuis 200 ans, on a eu notre indépendance. Mais le conditionnement de la situation, ce n'était pas tout à fait en faveur des peuples. Et a été mené plutôt pour les grands monopoles. Et puis, la souffrance des peuples opprimés, on va dire, ça s'est creusé dans les années. Et puis, ce parti, quand il est né, évidemment, il veut revendiquer la souffrance des peuples, parce que c'est un parti de peuple en réalité. Et pour première fois aussi, un parti qui est né dans le peuple. Et donc, le parti, il a voulu plutôt s'occuper de la souffrance des peuples. Donc, comme on avait eu déjà dans les années 90 un président d'origine japonaise, Alberto Fujimori, lui, il a fait un gouvernement avec un coup d'État, il a dissous le Parlement, et après il a fait la Constitution de 93. Mais cette Constitution était à faveur plutôt des grands monopoles. Il a fait l'abandon de l'éducation, il a fait l'abandon de la santé, et des grandes ressources du Pérou, il a saccagé pratiquement, il a privatisé, et il a vendu sur des prix dérisoires. Donc, il a fait, depuis là, la souffrance des peuples, il va se creuser et il va rentrer dans l'abandon. Déjà, on était dans les 90, déjà, la situation politique du Pérou a été déjà en difficulté parce qu'on était déjà gouverné par Alan Garcia, qui était aussi, qui était un président en pleine corruption qu'il avait développé déjà. Et puis, il y a eu déjà un autre... Dans les années 80, on a vécu aussi la problématique de sentir lumineux. Et puis, donc, la souffrance qui a marqué, c'était plutôt un peuple. Et donc, depuis 90, les présidents, jusqu'à nos jours, ils se sont succédés, mais tous, ils sont devenus corrupts. Aujourd'hui, tous pratiquement avec des poursuites judiciaires. Pourquoi? Parce que ce système de la Constitution, c'est une Constitution qui va mener automatiquement que le système devienne plein de corruption. Les présidents, ils sont responsables de continuer cette corruption. Les institutions à niveau national, ils sont devenus aussi partis. Et la situation des peuples toujours à l'abandon. Alors, aujourd'hui, évidemment, les peuples, on s'est réveillé à cette situation et on ne veut plus continuer ces situations qui deviennent extrêmement en difficulté, en abandon complet. Donc, quand il y a eu la campagne présidentielle de Castillo, évidemment, le peuple, il a adhéré complètement et puis il a gagné. On a fait face à une extrême droite ou la droite qui se sont aussi ralliés entre eux.
Et le président, évidemment, quand il a gagné, ils ont contesté, comme beaucoup aujourd'hui le font, ils ont contesté son triomphe en accusant qu'il y avait des fraudes. Après, ils vont parcourir des institutions internationales pour se plaindre qu'il y a une corruption. Mais bon, il a quand même pris le pouvoir. Mais aujourd'hui, la situation au Pérou, il n'est pas encore résolue. C'est toujours, on est dans une situation extrêmement complexe parce que le président, en aucun moment, n'arrive pas à faire son mandat. Il est mené sur une série d'obstacles. Et au départ, il était accusé comme corrupt. Encore pire, parce que du moment qu'il a pris le pouvoir, tout de suite, le Congrès, il planifiait déjà comment destituer ce président. Et de jour en jour, il y a des accusations au point que toute sa famille aujourd'hui, il est accusé. Ils ont emprisonné la fille, déjà, sur des accusations comme quoi il y a eu malversation des fonds. Et puis, son enfant aussi a été accusé déjà parce qu'à la maison, ils ont trouvé 6 000 soles. Ça représente à peine 1 000 euros. Pour eux, c'est d'où il vient cet argent. Et ensuite, évidemment, la presse nationale adhère aussi avec eux. Ils ont dit, sous 6 000 sols, qui correspondent à 1 000 euros à peu près, et ils ont dit que c'était 60 000. Et ils n'ont pas dit 6 000, sinon 60 000 pour que ça marque un peu plus leur accusation. Et tout en série. Donc, c'est un président qui ne peut pas gouverner jusqu'à aujourd'hui. Il est jour en jour sur des accusations. Le Congrès, il a fait déjà la procédure de destitution, la vacancia on appelle là-bas, et plusieurs fois. Mais il n'arrive pas à avoir les votes non plus. Et donc, comme la vacancia ne fonctionne pas, et ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fait des procédures judiciaires. Donc maintenant, ils sont cherchés au tribunal national pour qu'il fasse des accusations. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une lutte plutôt sociale entre les droites qui font la mobilisation et la gauche qui fait aussi des mobilisations. C'est-à-dire qu'ils s'accusent de deux côtés. Le président, il doit se défendre évidemment de toutes ces accusations. Et l'extrême droite, il utilise ces accusations comme si c'était vrai. En fait, nous, on prend que ces accusations sont des mensonges, mais qui sont devenus des vérités. Parce que, comme la presse, il adhère à ça. Et la population, une partie de la population, ils sont censés de croire, en fait. Et la situation, il devient extrêmement complexe. Et il peut être destitué ces jours-là. Et il y a 12 jours, par exemple, je vais vous dire, je pense que vous êtes très courant de la situation qui passe au Pérou. Le président du Congrès, Aníbal Torres, il a présenté une question de confiance parce qu'il y avait plusieurs projets de loi qui ont été présentés depuis le début du gouvernement et jusqu'à maintenant, il y a presque une quarantaine de projets de loi qui ne sont toujours pas menés, discutés par le Congrès. Pourquoi ils sont toujours... ils ne sont pas approuvés parce qu'ils vont empêcher complètement ce gouvernement. Donc, quand ce président du Congrès il a présenté son question de confiance, c'était pour approuver une des lois qui était déjà... qu'il avait présenté déjà dans le mois de mars déjà, et jusqu'à aujourd'hui, toujours pas approuvé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelques jours, il a présenté, et seulement hier, je crois que c'était hier, et ils ont discuté dans la journée pour dire que ce projet de loi ne convient pas, et donc ils l'ont classé. Et donc aujourd'hui, voilà, on va laisser la parole à ma collègue. Attends. Efidenio, qui est secrétaire général, on peut l'applaudir quand même.
les comptes rendus, une greffière, et ensuite la secrétaire à l'économie. Et en étant concis et plus bref. Hein, merci. Bonjour à tous, donc merci de me donner cette... Oui, donc merci à tous. Et en fait, juste pour dire en quelques mots que la droite est bien décidée à ne pas laisser gouverner quelqu'un du peuple qui est aussi sensible à la situation qui vit dans les provinces où vraiment la population n'a rien du tout et que vraiment ils ne vont pas le laisser faire. Donc la seule option qui tient le président aujourd'hui, c'est faire appel à la commission internationale. Les États-Unis vont intervenir, mais ce qu'ils vont venir, eux, analyser la situation et voir si, dans un premier temps, savoir si ça leur permet à eux, avec leurs objectifs qui sont vis-à-vis du Pérou, voir si ça leur convient de maintenir le président aujourd'hui, Pedro Castillo, en place, ou bien vraiment donner le feu vert à la droite, parce que c'est ça, c'est ce qui va se passer si ça continue comme ça. Ils vont voir d'abord ses propres intérêts et pas celui du peuple. Le peuple a été toujours amené on va dire, à lutter pour avoir ses droits. C'est comme ça, heureusement on a pris conscience qu'on n'obtient rien si on ne se bat pas pour ses droits. Donc aujourd'hui le peuple péruvien est sorti dans les rues. On ne peut pas dire que ça va pas. On attend vraiment, on espère qu'il n'y aura pas de dégâts autres, blessés ou meurtres, parce qu'on connaît aussi bien comment il fonctionne la police et le reste. Mais donc je voulais juste tout simplement vous dire que la situation aujourd'hui est critique. Le parti politique Pérou Libre aujourd'hui, il tient une position d'information. On essaye d'être en alerte, ne pas se laisser influencer par la politique qui mène la presse. C'est ça aussi. Ils travaillent ensemble et ils donnent des coups ensemble. Et le peuple aujourd'hui s'est réveillé, comme dit mon camarade, mon compatriote Eugenio. Aujourd'hui, Pérou Libre est là pour avancer ensemble et pour dialoguer avec nos frères. Et on va continuer à être attentifs et à dénoncer. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas, depuis la France. Voilà. Il faut absolument faire en sorte que la solidarité internationale puisse jouer en faveur des peuples, puisque nous savons bien que les oligarchies, les classes dominantes et que l'impérialisme américain qui est derrière sabotent systématiquement toutes les possibilités, toutes les volontés de transformer le pays dans le sens des intérêts populaires. Donc que la collaboration continue entre nos deux organisations, parce que, si vous voulez, évidemment dans des formes très différentes, mais la lutte, c'est aussi la seule vérité que nous connaissions ici.